à faire des examens standards tels que l'hémogramme, le bilan d'hémostase, la fonction rénale, fonction hépatique, ainsi que la calcémie, l'uricémie et les phosphatases alcalines. On peut être amené également à doser des marqueurs tumoraux tels que l'alpha-photoprotéine quand il s'agit de tumeurs germinales malignes ou des pathoblastomes, les catécholamines urinaires, à savoir l'acide vinylmandylique et acide homovanillique chez le neuroblastome et les bêta-HCG en cas de tumeur germinale maligne. Donc, l'examen de certitude est l'examen cytologique et anatomopathologique. Donc, on devra faire une biopsie à l'aiguille fine et biopsie extérieure de la masse avec un examen anatomopathologique. Donc, c'est ce qui permet de confirmer le diagnostic. On peut également faire une ponction du liquide d'acide avec recherche de cellules malignes et une cytoponction de la masse. Donc, à présent, on va passer au diagnostic topographique. Donc, on va parler de quelques tumeurs. Donc, on commencera par les tumeurs rétropéritonéales d'origine rénale. Donc, le néphroblastome, qui est une tumeur embryonnaire du rein développée à partir du blastème du métanéphrose. Donc, ce métanéphrose se différencie en tubules et en glomérules vers la 34e semaine de gestation. Donc, lorsque cette différenciation ne s'effectue pas, donc, ça entraîne une dégénérescence maligne. Le néphroblastome est fréquent entre l'âge de 1 et 5 ans et dans 5% des cas, on retrouve des formes bilatérales et dans 10% des cas, il est associé à des syndromes polymalformatifs. Donc, sur le plan clinique, il s'agit d'une masse volumineuse qui est antérieure, ferme, lisse ou bosselée, peu mobile, indolore, augmentant rapidement de volume, mais qui est très fragile. Donc, il y a un risque de rupture. Donc, dans 25% des cas, on retrouve une hématurie. Et dans 30 à 60% des cas, on a une hypertension artérielle qui est liée à une sécrétion de rénine par la tumeur ou compression des vaisseaux rénaux. Donc, comme autre manifestation, on peut avoir des troubles digestifs, une altération de l'état général et bien de vagues douleurs abdominales. Donc, sur le plan paraclinique, à l'ASP, on a une ombre tumorale, une classification en coquille d'œuf avec une clarté gazeuse intestinale qui est déplacée par la tumeur. L'échographie abdominale nous précisera le siège rénal, le caractère solide et hétérogène. Elle recherchera un thrombus de la veine cave ainsi que des métastases abdominales. Donc, on peut être amené à réaliser un scanner ou bien une URM, ce qui va nous permettre de mieux préciser les limites de la tumeur ainsi que ses rapports et de rechercher des métastases. Donc, on sera amené également à faire une radiographie du thorax, de préférence face profil, pour pouvoir mettre en évidence des métastases pulmonaires. Donc, la ponction biopsie n'est pas toujours réalisée à cause du risque de rupture. Mais bon, parfois, on est amené à le faire lorsqu'on est face à des cas atypiques. Et lorsqu'on fait cette biopsie, à l'histologie, on a un aspect de rein au stade de métanéphrose, avec les 3 composantes, épithéliale, stromale et blastémateuse. Donc, concernant le traitement du néphroblastome, il se fera selon le bilan d'extension et le stade clinico-pathologique. Donc, ce stade est évalué selon la classification de SIOP qui sera développée dans le cours du néphroblastome. Donc, le traitement repose sur une chimiothérapie néoadjuvante, la chirurgie de la tumeur primitive, la chimiothérapie adjuvante de nature et de durée variable selon le stade clinico-pathologique. Donc, la radiothérapie est effectuée lorsque l'exérèse est incomplète. Donc, comme autre tumeur rétropéritonéale rénale, nous avons le néphrome mésoblastique, appelé tumeur de Bolland, qui est une tumeur bénigne qui est fréquente chez le nourrisson de moins de 6 mois. Donc, son traitement repose sur une chirurgie d'emblée. Nous avons d'autres tumeurs, à savoir les tumeurs rhabdoïdes, caractérisées par une hypercalcémie fréquente, les carcinomes à cellules claires chez les enfants plus âgés. Donc, comme tumeur rétropéritonéale extra-rénale, nous avons le neuroblastome. Donc, le neuroblastome est une tumeur maligne dérivée des cellules originaires des crêtes neurales du système nerveux sympathique. Donc, ça concerne les chaînes ganglionnaires du système nerveux sympathique et la médullosurrénale. Donc, elle correspond à 9% des tumeurs solides de l'enfant
âgés de moins de 15 ans et on retrouve 130 à 160 nouveaux cas par an. L'âge médian est de 2 ans et dans 90% des cas, l'enfant est âgé de moins de 5 ans et dans 50% des cas, il est âgé de moins d'1 an. Parfois même le diagnostic est anténatal. Donc comme circonstance diagnostique, lorsque la tumeur est de localisation, lorsque le neuroblastome est de localisation abdominale, on peut palper la tumeur. Donc, lorsqu'il est de localisation thoracique et cervicale, on a plus une compression des organes de voisinage. Bien, le diagnostic peut, dans certains cas, être fortuit. Donc, sur ce schéma, on a la localisation selon la fréquence, la localisation des neuroblastomes selon la fréquence. Donc, dans 10% des cas, on le retrouve au niveau du cou, dans 30% au niveau du thorax, 50% au niveau du ventre et dans 10% des cas au niveau du pelvis. Donc, les manifestations sont variées. Donc, lorsque la localisation est abdominale, on peut avoir une masse abdominale qui est médiane ou bilatérale, molle, parfois dure et ferme, à surface régulière. On peut avoir un syndrome douloureux lié à une compression des organes de voisinage, un syndrome paranéoplasique avec des troubles digestifs, des manifestations obsomyocloniques, un syndrome de Cushing, une hypertension artérielle. On peut avoir des manifestations liées aux métastases, telles que les douleurs osseuses qui vont se manifester cliniquement par une boiterie, un syndrome de Hutchinson ou un syndrome de Pepper. Donc, sur le plan paraclinique, on sera appelé à faire un dosage des marqueurs biologiques. Donc, on notera une augmentation des catécholamines ainsi que de leurs dérivés dans les urines, donc, qui ont une valeur diagnostique et permettent également de suivre l'évolution. Donc, à l'échographie abdominale, elle montrera une tumeur rétropéritonéale et extrarénale. La tomodensitométrie montrera une masse solide avec calcification et permettra de faire une bonne analyse des rapports avec les organes de voisinage. Donc, sur le plan paraclinique toujours, on peut être amené à faire une scintigraphie à la méta-iodobenzylguanidine. Donc, c'est une molécule qui s'accumule sélectivement sur les organes contenant des catécholamines et permet de rechercher la tumeur primitive ainsi que les métastases. Donc, l'examen anatomopathologique permet de poser le diagnostic de certitude. Donc, comme traitement, il y a la chirurgie qui peut être faite d'emblée ou bien après une chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie antimitotique, selon plusieurs protocoles, permet de réduire la taille de la tumeur et faciliter son exérèse s'il s'agit d'une chimiothérapie préopératoire.